Un des aspects les plus puissants du formalisme lagrangien que nous avons développé pour retrouver les équations de Maxwell précédemment est d'utiliser les propriétés de symétrie du système pour en déduire des lois de conservation via le théorème de Noether. Alors ce théorème, vous l'avez déjà vu en mécanique analytique, puisque vous avez pu montrer que lorsqu'on a un système mécanique qui est invariant par translation dans l'espace, eh bien sa quantité de mouvement est conservée, ou lorsqu'il est invariant par translation dans le temps, son énergie ou son Hamiltonien est conservé. Et donc ici, nous allons en développer une variante qui va s'appliquer à des champs, et plus des variables dynamiques discrètes. Alors on va donc considérer un système physique qui va être décrit par un ensemble de champs φ. Donc comme précédemment, φ peut être un indice quelconque, ou un indice tensoriel, ou même un multi-indice tensoriel. Donc par exemple, φ dans la suite va correspondre au quadrivecteur AMU, donc K va correspondre à l'indice mu. Et on va faire l'hypothèse que lorsque φ subit certaine translation delta φ, eh bien son Lagrangien n'est pas nécessairement laissé invariant, mais est modifié simplement par une quadridivergence, c'est-à-dire la dérivée par rapport à mu d'un quadrivecteur des delta mu. Alors cette transformation est bien spécifique parce que elle va laisser l'action invariante. En effet, je vous rappelle que l'action est décrit et obtenu ici comme l'intégrale sur tout l'espace-temps de la densité lagrangien. Et donc la modification de l'action par cette transformation va être une intégrale sur tout l'espace de d rond mu de delta d mu. Donc c'est une intégrale sur tout l'espace d'une quadridivergence, et à 4 dimensions, il y a l'équivalent d'un théorème de Strogarsky qui va nous dire que cette intégrale sur tout l'espace va en fait se transformer en intégrale de surface. Donc c'est quelque chose comme une intégrale de d3 s mu delta d mu, donc une espèce de flux à travers une hypersurface. Et comme on intègre sur tout l'espace, en fait, on va intégrer sur une sphère de très très grand rayon, à la limite ce rayon va tendre à l'infini. Et si l'on fait l'hypothèse que, comme les champs φk, le champ delta d mu tend vers 0 à grande distance, et bien cette intégrale de surface va tendre vers 0, et donc l'action, elle, va être laissée inchangée par la modification du Lagrangien. Donc, on peut écrire cette modification du Lagrangien à l'ordre 1 par simplement la dérivée par rapport à mu de delta d nu, mais on peut aussi écrire le fait que le Lagrangien est une fonction de φk et de ses dérivées par rapport à nu, et faire un développement de Taylor à l'ordre 1 de L. Donc la variation de L s'écrit aussi comme la dérivée de L par rapport à φk fois delta φk, plus la dérivée de L par rapport à d rond nu φk fois la modification de d rond nu φk. Alors ceci est vrai pour tout champ φk. Maintenant, nous allons considérer un champ φk physique, c'est-à-dire un champ φk qui minimise l'action S, et qui est donc solution des équations de l'Aire-Lagrange. Alors à ce moment-là, grâce aux équations de l'Aire-Lagrange, ce que l'on sait, c'est que le terme qui est ici, en fait, est la dérivée par rapport à nu de d rond L sur d rond nu φk. Et donc on voit ici la dérivée par rapport à nu de d rond L sur d rond nu φk fois delta φk, plus d rond L sur d rond nu φk fois d rond nu delta φk. Donc on voit que ceci est une dérivée totale, qui n'est rien d'autre que la dérivée par rapport à nu de d rond L sur d rond nu φk fois delta φk. Si on combine ceci à ce terme-là, on voit que ces deux équations s'écrivent là aussi comme une quadridivergence, donc d rond nu fois cette quantité-là est égale à 0. Et si on se souvient de la forme de l'équation de conservation de la charge, en fait ceci est une équation de conservation pour un quadricourant qu'on note T nu, qui est cette chose-là. Donc la somme sur K des d rond L sur d rond nu φk delta φk moins delta de d nu. Alors une petite remarque, donc la composante 0 de cette équation-là, donc c'est la dérivée par rapport à la coordonnée 0, la première coordonnée, fois t0, va vous donner, dans une équation de conservation, d rond ρ sur d rond t plus divergence j égale à 0, donc la densité de la quantité conservée.
eh bien ce que l'on voit c'est que du fait de la présence de ce C ici, en fait la quantité conservée, la densité de quantité conservée, ça va être T0 sur C, et le courant conservé, ça va être TI, les composantes spatiales de ce quadrivecteur. Alors maintenant, nous allons appliquer ces considérations au cas de l'électromagnétisme, et plus particulièrement un champ libre, c'est-à-dire un champ en l'absence de source. Donc on a essentiellement deux lois de symétrie dans notre problème. Une première symétrie, c'est, on l'a déjà dite, c'est la loi de changement de jauge. Si on prend A mu et qu'on change en A mu plus des ronds mu une fonction f, eh bien le Lagrangien est inchangé. Donc on a ici un delta des mu qui est strictement égal à 0. L'autre symétrie, c'est une invariance par translation, c'est-à-dire que si je prends un champ et que je le translate globalement, eh bien la physique du système va être inchangée. Donc si je prends un champ A mu qui va dépendre de coordonnées spatio-temporelles x nu et que je décale ces coordonnées spatio-temporelles de A nu, eh bien je vais modifier donc, le champ de A nu des ronds nu fois A mu, simplement un développement limité à l'ordre 1 du champ. Et à ce moment-là, bien le Lagrangien est lui-même décalé de x nu plus A nu, donc on va faire le développement limité du Lagrangien, et donc il est modifié par A nu fois la dérivée de L par rapport aux coordonnées x nu. Donc, dans ce cas présent, le quadrivecteur delta de grand D n'est rien d'autre que A nu fois le Lagrangien lui-même. Donc si on combine, on va avoir un courant conservé associé à la variance de jauge et un courant conservé associé à l'invariance par translation. Et donc si on fait la somme de ces deux courants conservés, bien entendu, on va avoir un courant conservé. Donc de manière générale, si je prends un A quelconque et un F quelconque, eh bien, je peux construire un quadricourant conservé qui va être d rond L sur D de D rond nu à mu fois les delta phi k, c'est-à-dire A mu D rond mu A moins D rond de alpha fois F, et moins les delta d mu, c'est-à-dire A nu fois L, qui correspondent à cette contribution-ci. Il n'y a pas de contribution à delta mu par l'invariance de jauge. Alors, en général, cette chose-là n'est pas invariante de jauge. Donc ce courant va dépendre explicitement des choix de potentiel vecteur. Et donc ce que nous allons faire, c'est choisir f de façon à obtenir un quadricourant qui va être lui-même invariant de jauge. Alors on sait déjà que L, bien entendu, étant égal à moins un quart de f mu fois f mu nu divisé par mu 0, est un objet qui est invariant de jauge, donc il va falloir nous concentrer sur ce terme-ci. Alors si on se souvient de ce que l'on avait fait lorsque l'on a établi les équations de Maxwell pour le champ électromagnétique, si je prends donc le Lagrangien L égale moins 1 sur 4 mu 0 f mu nu fois f mu nu, eh bien la dérivée de L par rapport à ce d rond nu à alpha, va être égale à moins 1 sur mu 0 fois f nu alpha. Et donc si j'injecte ça dans t nu, ce que l'on voit c'est que t nu est égal à moins 1 sur mu 0 fois f nu alpha fois a mu d rond mu a alpha moins d rond alpha fois f moins a nu fois L. Donc nous avons des termes qui sont presque tous invariants de jauge. Nous avons le terme en f nu alpha ici. Comme on l'a déjà dit, le Lagrangien lui-même est invariant de jauge. Et donc le seul terme ici qui ne le soit pas, c'est le terme entre parenthèses. Alors ce que l'on voit, c'est on voit apparaître le début d'un f mu nu, puisqu'on a un d rond mu a alpha, et il nous manque le a alpha, le d rond alpha a mu. Alors un d rond alpha, on l'a déjà ici, et donc si on prend pour f simplement f égale
A alpha, A mu, pardon, divisé par grand A mu, eh bien, ce qui est ici va être égal à A mu des ronds mu à alpha, moins A mu des ronds alpha A mu, ce qui n'est rien d'autre que A mu fois F alpha mu. Donc à ce moment-là, le courant ténu devient invariant de jauge. Et donc ce que l'on va écrire, c'est que ténu, ici, va être égal à moins A nu, fois 1 sur mu0 F nu alpha plus delta nu mu fois L. Donc ce quadri courant est conservé pour tout choix de A mu. Ça veut dire que finalement on peut se débarrasser de A mu, et pour chaque valeur de mu, en fait, on va obtenir un quadri courant conservé, donc T nu mu, qui va être défini comme moins 1 sur mu0, F mu alpha, plus delta nu mu de L. Donc ces quadris courants conservés, pour chacune des valeurs de mu, va correspondre aux 4 translations possibles dans l'espace-temps. Correspondant à mu égale à 0, c'est des translations dans le temps, et mu égale 1, 2 ou 3 vont correspondre à des translations spatiales dans les 3 directions de l'espace. Par analogie avec ce que vous connaissez en mécanique, les translations dans le temps vont correspondre à la conservation de l'énergie, les translations dans l'espace vont correspondre à la conservation de l'impulsion dans les 3 directions correspondantes. Alors, si on se souvient par ailleurs que l'impulsion et l'énergie font partie d'un quadrivecteur impulsion, donc qui a pour composante l'énergie divisée par c pour sa composante temporelle et l'impulsion pour ses composantes spatiales, et bien comme la composante 0 du quadrivecteur courant divisé par c est la densité conservée, et bien T0 mu divisé par c va être donc un quadrivecteur dont la composante 0 va être la densité d'énergie divisée par c, et les composantes spatiales vont être la densité d'impulsion. Alors, ce que nous venons de montrer, c'est que pour l'essentiel, des ronds nus, des nu mu, T nu mu, pardon, est égal à 0, donc ce vecteur, ce tenseur plutôt, est conservé pour chacune de ces valeurs de mu, qui correspondent donc aux 4 lois de conservation, l'énergie et l'impulsion dans la direction x, y et z, dans le vide, en l'absence de charge. Si maintenant vous utilisez les équations de Maxwell, eh bien ce que l'on montre assez facilement, c'est que en présence de charge et de courant, eh bien, il y a un second terme qui apparaît ici, qui est l'énergie qui est échangée, ou la puissance qui est échangée, et la quantité de mouvement qui est échangée entre le champ et la matière. Donc pour la composante 0 de l'équation, mu égale 0 de l'équation, on va avoir la conservation de l'énergie, ceci est la puissance qui est échangée avec la matière. Et pour les composantes mu égale 1, 2 ou 3, eh bien on va avoir la force qui est exercée sur la matière. Donc ce sera les 3 composantes de la force de Lorentz finalement qui vont apparaître dans leur version volumique. On se souvient d'ailleurs que la force de Lorentz, c'est le F mu nu fois le vecteur vitesse, la quadrivitesse. Bien ici, c'est la quadridensité de courant, puisqu'on va avoir la densité de force qui va apparaître dans cette loi de conservation. Alors, essayons d'exprimer un peu plus explicitement ces quantités. Alors, je réécris ici l'expression de F mu nu en fonction des champs électriques et des champs magnétiques. Si on veut passer à F mu nu en version contravariante, eh bien, lorsqu'on va monter un indice, sa composante temporelle va être inchangée, sa composante spatiale va être modifiée. Donc ça veut dire que si je monte un indice spatial, eh bien, je vais avoir un signe moins qui va apparaître. Donc quand je vais passer de F0i en bas à F0i en haut, où le i est en haut, eh bien, je vais avoir un signe moins. En revanche, quand je vais prendre les FIJ, ici, eh bien, comme je vais monter I et J en haut, eh bien, je vais avoir deux signes moins, et donc les composantes vont être inchangées. Donc je vais avoir ici F mu en haut,
qui est égal à 0, puis des signes moins ici et des signes plus là. Donc on a changé les signes pour le champ électrique, mais en revanche, pour le champ magnétique, ceci est inchangé. Donc si je regarde l'expression du Lagrangien, donc l'expression du Lagrangien, c'est moins un quart sur mu0, f mu, f mu nu. Donc c'est simplement la somme des produits des différentes composantes de f mu nu. Donc je prends terme à terme les composantes de f mu nu et je les multiplie et je somme tout ceci. Donc je vois ici que je vais avoir EX fois EX, EY fois EY, EZ fois EZ. Donc j'ai E carré divisé par C carré avec un signe moins. J'ai la même chose ici, donc je vais avoir moins 2 E carré sur C carré. Et lorsque je multiplie par moins 1 sur 4 mu 0, bien ça me donnait epsilon 0 E2 sur 2. Ensuite, lorsque je fais le même travail sur les composantes ici, de la partie spatiale, eh bien je vais avoir ici les mêmes composantes de B, donc je vais avoir B carré qui va apparaître deux fois, puisque il apparaît deux fois de part et d'autre de la diagonale, et donc je vais avoir un moins B carré sur 2 mu 0. Donc voilà l'expression du Lagrangien, explicitement en termes des champs E et B. Alors maintenant, si je m'intéresse à la densité d'énergie, donc la densité d'énergie, ça correspond à T00, puisqu'il y a une division par C du fait que la densité, c'est en fait le tenseur, la composante 0 divisée par C, mais je multiplie par C, puisque le tenseur en fait, de densité d'impulsion, du courant d'impulsion, est en fait exprimé en unité d'impulsion et pas en unité d'énergie. Donc les deux C se simplifient, et T00, vous convainquez assez facilement, c'est rien d'autre que la densité d'énergie du système. Donc si j'applique la formule précédente, c'est moins 1 sur mu0 f0 alpha fois f0 alpha plus L, c'est le delta 0, 0. Et pour f0 alpha, eh bien qu'est-ce que j'ai? Étant donné que le tenseur f n'a pas de composante sur la diagonale, alpha est forcément un indice spatial, donc je vais avoir f0i en haut, f0i en bas, f0i, on va avoir la somme sur les f0i, f0i avec i qui est en haut et en bas. Donc f0i, je le lis ici, et donc quand je vais faire la somme des f0i en haut, f0i en bas, eh bien je multiplie ces composantes terme à terme, donc ça me donnait un moins e carré sur C2. Ce moins e carré sur C2 va se simplifier partiellement avec le epsilon 0 E2 sur 2 pour me donner un moins epsilon 0 E2 sur 2. Et ce que l'on déduit finalement, c'est que la densité d'énergie, c'est epsilon 0 E2 sur 2 plus B2 sur 2 mu 0. On reconnaît l'expression de la densité d'énergie électromagnétique que vous connaissez déjà. Ensuite, on peut en déduire le courant d'énergie. Le courant d'énergie, donc c'est le vecteur de Poynting que vous connaissez là aussi, c'est RI, c'est CTI0. Donc c'est le courant dans la direction I de la composante 0 du tenseur. Donc de nouveau, le C provient du fait que le quadritenseur est exprimé en unité d'impulsion et pas d'énergie. Donc le C nous permet de passer de l'énergie à l'impulsion. Donc quand je reprends cette expression-là, le L, vous vous souvenez, était multiplié par un delta mu nu. Ici, comme I, mu égale I et nu égale 0, eh bien ce terme-là ne contribue pas, donc nous avons uniquement ce terme-là qui va nous donner un moins C sur mu 0, FI mu, F0 mu. C'est l'indice de sommation ici. Donc si je regarde ces termes-là, eh bien pour F0 mu, je suis ici, les seules possibilités, ce sont, pour prendre pour mu, c'est un indice spatial, puisque de nouveau, f n'ayant pas d'élément sur diagonale, mu ne peut pas être égal à 0. Donc en fait, j'ai une somme sur un indice mu que je vais prendre égal à j, donc c'est quelque chose qui est égal à fij fois epsilon fois f0j. F0j en bas, on a vu, c'est ej divisé par c, donc ici, qui va simplifier avec le c qui est là. Et pour fij, eh bien, nous avons vu que c'était moins epsilon ijk fois bk. Et donc, en définitive, ce que l'on voit apparaître ici, c'est un produit vectoriel. On voit que le vecteur de Poynting n'est rien d'autre que E vecteur LB sur mu0, composante I. Donc je vous rappelle, hein, comme toujours, lorsque l'on considère des composantes euclidiennes, on confond les composantes covariantes et cotranvariantes et on met tous les indices en bas. Donc c'est pour ça que ici les indices se retrouvent en bas dans ces expressions, puisqu'il n'y a plus que des composantes euclidiennes. En tous les cas, la conclusion
de ce transparent, c'est que en utilisant les relations de symétrie que nous avons trouvées pour le Lagrangien du champ électromagnétique, on arrive à retrouver les lois de conservation de l'énergie et le vecteur de Poynting que vous connaissez de vos cours d'électromagnétisme classique. Alors du fait de la nature quadrivectorielle de l'énergie de l'impulsion, la conservation de l'énergie que nous venons de dériver doit nécessairement s'accompagner d'une conservation de l'impulsion du champ électromagnétique. Et donc, ce qui signifie que le champ électromagnétique porte lui-même de l'impulsion. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir définir un vecteur quadricourant d'impulsion pour chacune des composantes de l'espace qui vont correspondre à la conservation de l'impulsion dans les directions x, y et z. Cette conservation de l'impulsion va donc être associée à une densité d'impulsion qu'on définit à partir de T0i sur C. Donc là, il n'y a pas de C supplémentaire puisque, comme on l'a dit, la quadri-impulsion est définie en unité d'impulsion. Donc il n'y a pas le C que nous avions dû introduire lorsque nous avons gardé l'énergie. Et on va noter donc pi i, la densité d'impulsion dans la direction i valant x, y et z. Et ce que nous allons voir, c'est que cette densité d'impulsion est en fait directement reliée au vecteur de Poynting du champ électromagnétique. Ceci provient du fait que le vecteur T mu, le tenseur T mu, pardon, le tenseur énergie-impulsion du champ électromagnétique, est un tenseur qui est en fait symétrique. En effet, si je reviens à la définition du tenseur champ électromagnétique que nous avons écrite, nous avons que T mu nu en bas est égal à moins 1 sur mu 0 fois F mu alpha, F nu alpha, plus delta mu nu fois L. Donc si je veux calculer T mu nu en haut, il faut que je multiplie par le tenseur métrique, et donc je vais obtenir un moins 1 sur mu 0, F mu alpha, donc là, il n'y a pas de rien de spécial, j'ai simplement monté l'indice nu, c'est la définition de f avec nu en haut et alpha en bas. Et puis lorsque je multiplie le Kronecker par delta, eh bien, le Kronecker par le tenseur métrique, je vais avoir un G mu nu de L qui va apparaître ici. Alors maintenant, ce que je remarque, ce que l'on peut remarquer, c'est que dans cette somme sur alpha, eh bien, je peux descendre l'indice alpha ici en multipliant par le tenseur métrique, et ceci va mécaniquement faire monter l'indice alpha ici pour toujours effectuer une contraction entre ces deux indices. Et donc ce que l'on obtient, c'est que ceci est égal à moins 1 sur mu 0, f mu avec un alpha en bas, f nu avec un alpha en haut, et sachant que le tenseur métrique est symétrique, j'ai nu mu de L. Et donc si on compare ces deux expressions, ici et là, eh bien on voit qu'elles sont identiques, à ceci près que l'on a échangé le rôle de mu et de nu, et donc on voit que T mu nu est égal à T nu. Donc évidemment c'est égal à T nu. Donc en utilisant cette propriété de symétrie, eh bien on voit que pi est égal à T0i sur C, donc c'est égal aussi à TI0 sur C, et en utilisant ce que nous avions vu précédemment, ceci est égal à RI sur CK. Donc il y a une proportionnalité directe entre la densité d'impulsion du champ électromagnétique et son vecteur de Poynting, c'est-à-dire le courant d'impulsion du champ électromagnétique. Alors ceci en fait est une conséquence directe du fait que les photons sont des particules de masse nulle pour lesquelles l'énergie est directement proportionnelle à l'impulsion puisqu'on n'a que E égale à PC. Considérons une situation simple dans laquelle on a un ensemble de photons, disons que c'est un laser dans lequel les photons se déplacent tous dans la même direction avec la même énergie. Donc on va appeler N la densité de photons, E l'énergie de chaque photon, donc c'est h bar oméga si vous voulez, et puis P, c'est-à-dire h bar k, l'impulsion de chacun de ces photons. P étant égal en fait à E divisé par C, puisque de nouveau les photons sont des particules de masse nulle, et donc on a oméga égale ck qui donne P égale E sur C. Quel est le flux d'énergie des photons? Le flux d'énergie des photons, c'est la densité d'énergie des photons fois leur vitesse. Donc c'est la densité des photons fois l'énergie des photons fois C fois U, où U est la direction de propagation des photons, c'est un vecteur unitaire. Et quelle est la densité d'impulsion des photons? Eh bien, c'est la densité d'impulsion des photons, simplement N, la densité des photons, fois l'impulsion d'un photon, P fois U. Et donc en utilisant le fait que E est égal à P fois C,
on voit effectivement que la densité d'impulsion des photons est égale à la densité au flux d'énergie, le courant d'énergie, divisé par c carré. Donc on voit ici l'origine microscopique de cette relation liant la densité d'impulsion et le courant d'énergie. Donc pour finir, nous allons discuter ce qu'on appelle le tenseur des contraintes électromagnétiques, qui correspond aux composantes TIJ du tenseur énergie-impulsion. Donc physiquement, ces composantes TIJ correspondent au courant dans la direction J de la composante I de l'impulsion. Donc on peut écrire explicitement leurs coordonnées, c'est epsilon 0 E2 sur 2 delta IJ moins EI EJ plus 1 sur mu 0 B2 sur 2 delta IJ moins BI BJ. Alors comment est-ce qu'on interprète ce TIJ? Eh bien, imaginons que l'on ait un volume comme ceci V, qui soit clos, entouré par une surface S, de volume D2S. Eh bien, si on écrit l'équation de conservation pour l'impulsion totale, donc PI, qui va être l'intégrale sur tout le volume de l'impulsion, de la densité d'impulsion PI, eh bien, ceci va obéir à une équation de conservation, c'est-à-dire que dPi sur dt plus le flux de TIJ fois dsJ va être égal à 0. Donc ça veut dire, comment ça s'interprète? On a une certaine quantité d'impulsion qui est contenue dans le champ électromagnétique à l'intérieur de ce volume-ci, et donc celle-ci correspond au flux sortant ou entrant d'impulsion à travers cette surface-là. Alors, une illustration concrète de ce phénomène, c'est la pression électrostatique sur un conducteur parfait. Donc imaginons qu'on ait un conducteur parfait qui est cette géométrie, donc on a un métal ici qui est chargé positivement, on a une cavité, à l'intérieur de cette cavité on met un autre conducteur métallique qui est chargé négativement, et donc il y a un champ électrique qui s'établit dans la partie vide. Comme on a un conducteur parfait, le champ électrique à l'intérieur du conducteur est strictement égal à 0. Si on applique les relations de continuité du champ à la surface, sur lesquelles on reviendra dans le cours suivant, vous vous souvenez qu'on va avoir une composante tangentielle du champ qui va être continue, et une composante normale du champ qui va être discontinue et proportionnelle à la densité de charge surfacique sur le conducteur. Donc, si on s'intéresse à la force qui va être exercée sur un conducteur, donc on a un petit élément de surface comme ceci, avec un vecteur normal D2S qui est comme cela. On va faire l'hypothèse que ceci est la direction Z, ça c'est la direction X et la direction Y locale. Donc dans ces coordonnées-là, dans la cavité, le champ électrique a pour coordonnées donc 0, 0, E, puisque le champ électrique est purement normal. Donc si je m'intéresse au flux d'impulsion du champ électromagnétique à travers cette surface-ci, eh bien, on a vu qu'il s'écrivait comme TIJ fois D2SJ, et donc ceci va être égal à TIZ fois D2S, puisque la normale est dans la direction Z. Donc nous avons vu que pour un champ électromagnétique pur, TIJ s'écrivait sous la forme epsilon 0 fois E2 sur 2 delta IJ moins EI EJ. Donc comme les seules composantes non nulles du champ électromagnétique sont du champ électrique et la composante selon Z, on voit que la seule composante qui va nous intéresser, c'est TZZ, qui va donc être égale à moins epsilon E2 sur 2. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une pression qui va s'exercer. Donc si on fait un bilan d'impulsion, on voit que à l'intérieur du conducteur, il n'y a pas de champ électrique et donc il n'y a pas de bilan d'impulsion, pas d'impulsion entrante ou sortante dans cette région-ci. Alors que lorsqu'on est à l'extérieur, à l'intérieur, ici dans la cavité, eh bien on a un courant d'impulsion qui va être epsilon 0 E2 sur 2. Et donc si on fait le bilan entre l'impulsion entrante ici et là, eh bien on voit qu'il y a un bilan net qui est epsilon 0 sur 2.
epsilon 0 E2 sur 2 fois D2S, qui va donc correspondre à une impulsion qui va être fournie aux charges à l'intérieur du conducteur. Et donc ce que l'on en déduit, c'est finalement qu'il s'exerce une pression sur le condensateur qui est égale à epsilon 0 sur 2, qui est ce qu'on appelle la pression électrostatique. Donc nous en avons fini avec cette formulation relativiste de l'électromagnétisme dans le cadre de la relativité restreinte. Si l'on devait résumer ce que nous avons vu, nous avons vu que la dynamique du champ électromagnétique pouvait être déduite d'un Lagrangien qui avait cette expression-ci, dans lequel donc F mu décrit le Lagrangien du champ seul et J mu A mu décrit le couplage à des courants. Ce tenseur F mu, ce tenseur de Faraday, peut s'écrire à la fois à l'aide du quadripotentiel vecteur à nu et des champs électriques et magnétiques, ce qui permet de faire donc le lien entre le quadritenseur et les champs EB habituels. En minimisant l'action, nous avons déduit la formulation manifestement covariante des équations de Maxwell, de rond nu F mu égale mu 0 J mu. Donc le fait d'avoir pu écrire les équations de Maxwell sous cette forme tensorielle nous garantit leur invariance par changement de référentiel. Puisque, comme on l'avait dit au chapitre sur les tenseurs, le formalisme tensoriel permet de garantir qu'une loi physique gardera toujours la même forme dans un référentiel galiléen. Ce qui veut dire que les équations de Maxwell, lorsqu'on leur applique les transformations de Lorentz pour les positions et les transformations de changement de référentiel pour le champ électrique tel qu'on les a écrites précédemment, vont rester valables. Et enfin, grâce au terme de Noether, nous avons pu montrer que le champ électromagnétique porte une énergie et une impulsion qui sont caractérisées par un tenseur courant énergie-impulsion, donc un tenseur de rang 2, T nu mu, qui avait cette expression-ci en fonction des F nu mu et du Lagrangien. Donc nous en avons fini avec la relativité pour l'essentiel. Dans les chapitres suivants, nous allons passer à un régime plus classique, c'est-à-dire non relativiste, pour nous intéresser tout d'abord, revenir un petit peu sur l'électrostatique et la magnétostatique, et voir comment on peut appliquer un certain nombre de concepts, notamment sur les dipôles électriques et les dipôles magnétiques, pour comprendre les propriétés de la matière, et plus particulièrement les propriétés électromagnétiques de la matière dans les milieux diélectriques et dans les milieux magnétiques.